Merci. Je posais cela. C'était plus facile d'enjamber que de déranger. Voilà. Bien. Madame la présidente de séance, monsieur le consul général, monsieur le ministre et amis et chers collègues, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de me retrouver ici parmi vous, puisqu'on était dans cette salle pour le premier symposium il y a 3 ans, je crois, je ne me trompe pas. Les choses ont évolué puisque techniquement, on a une interprétation qui se fait par écrit. Et moi, j'ai reculé parce que d'habitude, j'ai un PowerPoint et aujourd'hui, je n'ai que quelques notes écrites avec papier crayon. Donc, voilà. Donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir participer avec vous à ces travaux concernant la précarité, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur de conduire différentes occasions des missions dans le cadre de ma présidence de la conférence permanente des OING du Conseil de l'Europe, mais aussi en tant que président du Centre Nord-Sud. Je n'ai jamais été directeur, il y a juste une petite erreur. Si le directeur du Centre Nord-Sud voit que je lui prends la place, il ne va pas être content, même si ça a changé. J'ai été que président du Centre Nord-Sud. Mais voilà, pendant ces occasions-là, dans le cadre de ces institutions internationales, j'ai pu voir comment était perçue, comment était travaillée, comment était abordée la question de la précarité, puisque je ne vais pas vous faire un développement sur les institutions, mais je rappelle simplement que ce qui s'y fait se fait sur la volonté des États membres. Qu'il s'agisse des États membres du Conseil de l'Europe ou des États membres de l'Union européenne, la méthode n'est pas tout à fait la même, mais il y a une convergence qui a lieu aujourd'hui et qui permet de travailler. Donc, la question de la précarité, c'est une question plutôt complexe, et ça, vous vous en doutez, mes collègues l'ont abordé déjà et vont encore l'aborder tout à l'heure. Et le professeur Saf disait tout à l'heure que le processus de fragilisation entre les intégrés et les exclus était une approche qu'on pouvait avoir, et je le rejoins totalement. Il m'a pris les mots, mais pardon, je me permets simplement de vous citer. Et je voudrais dire qu'on le sait, mais cette précarité, ce n'est pas une fatalité. C'est devenu une fatalité, mais ce n'est pas une fatalité, c'est une construction sociale dans le contexte dans lequel on se trouve. Et j'ai envie de dire derrière cela, il est de notre devoir de déconstruire cela, comme on peut, de notre place, avec nos moyens bien sûr, mais de le faire. On sait que chaque individu, dans son pays, soit pays naissance, soit pays d'adoption, pays d'accueil, peut faire face à un moment ou à un autre dans sa vie, dans sa carrière, d'une situation de précarité temporaire, précarité beaucoup plus durable. Et je voudrais insister sur un point, c'est que cette précarité n'est pas qu'économique. On en parle souvent par la porte d'entrée économique, mais cette précarité, elle a d'autres dimensions. Ça peut être la dimension culturelle, j'y reviendrai, la dimension civique, la dimension multidimensionnelle, et toutes ces dimensions façonnent profondément la relation d'un individu que va avoir avec la société. Et je crois qu'on le sait et on ne le prend pas suffisamment en compte, et les décideurs parfois ont tendance à l'oublier. Il faut savoir que dans les derniers chiffres de 2024, il y avait en Europe 93 millions d'Européens, dont 20 millions d'enfants parmi ces 93, qui étaient exposés au risque de pauvreté et d'exclusion. C'est un nombre énorme qui existe, dont on parle peu, mais qui est une réalité existante. Et derrière ces quelques chiffres, aussi importants soient-ils, eh bien, c'est des vies, c'est des espoirs brisés, c'est des questions urgentes. Et celle que j'ai envie de poser, c'est comment l'Europe, berceau des droits humains, peut-elle tolérer cela? Alors on le dit, mais qu'est-ce que l'on fait derrière? Et je crois que si on prend en considération ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que cette précarité n'est pas qu'économique, mais elle est également socio-culturelle, civique, structurelle, je pense qu'il faut voir un peu de plus près, dans les 12 minutes qui m'ont été données, comme à tout le monde, comment des institutions comme le Conseil de l'Europe, qui est quand même un peu pionnier en la matière, a posé les bases pour tenter d'y répondre. Alors, je voudrais dire qu'en 2013, donc il y a quelques années de cela, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a tiré une sonnette d'alarme à l'égard des États membres en leur disant que l'austérité, je le cite, ne doit pas devenir une excuse pour oublier les droits sociaux.
Et ça a été rappelé aux États membres d'une façon forte, parce que dans les textes qui existent, qui sont en vigueur, qui ont donc été signés par les États membres et sont applicables, notamment la Charte sociale européenne, l'article 30 de la Charte sociale européenne cite justement le droit à la protection contre la pauvreté. Et d'ailleurs ça, la précarité et ce qui s'ensuit. Alors, ce n'est pas qu'un article, il y a des réalisations concrètes. Je ne vais pas vous en faire le catalogue, elles ne sont pas suffisamment médiatisées. Mais sachez qu'en mars 2026, donc il y a 2 mois de cela, le Comité européen des droits sociaux, qui est une instance du Conseil de l'Europe qui travaille sur les questions justement de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux a condamné la France en mars 2026 pour ces règlements municipaux anti-mendicité, qui ont été considérés et jugés comme discriminatoires. C'est-à-dire, vous savez, dans ces villes où on ne veut plus voir des pauvres allongés sur un banc parce que ça dérange. Alors, au lieu d'avoir un banc 3 places où ils pourraient s'allonger, on y met des barres, des accoudoirs, c'est plus confortable, sauf pour ceux qui essaient de dormir la nuit dessus. Et je passe de ces détails. Mais c'est pour dire que cette décision récente rappelle avec quelle force la lutte contre la précarité exige vraiment des actions structurelles et pas seulement des mesures cosmétiques. Et malheureusement, dans le milieu politique, les mesures cosmétiques, c'est quand même quelque chose que l'on apprend. Ce n'est pas que pour se farder le matin, pour ceux qui le font. Alors, je crois que ce cercle vicieux qui touche aussi bien la dimension de la précarité socioculturelle et civique est un mécanisme qui va, selon son intensité, produire une forme d'exclusion partielle ou plus importante des individus. J'ai cité la précarité socio-culturelle. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends un accès limité à la culture, de façon variable évidemment. C'est soit par les coûts, bien sûr, pour y accéder, soit par les barrières géographiques, les zones isolées, les zones de non-droit, les zones rurales avec des accès difficiles. Mais le socioculturel, dans sa précarité, c'est également l'exclusion sociale, toutes les formes d'isolement, toutes les formes de stigmatisation que l'on connaît. Et à l'approche des échéances électorales dans les pays, on voit à quel point de vue la dimension stigmatisation prend beaucoup d'importance, parce que du coup, on élimine un petit peu tout ce qui semble être la cause de ce qui va mal et on ne cible pas forcément les bonnes causes. Le troisième élément du socio-culturel, c'est la précarité éducative. Et mon collègue en parlait tout à l'heure, c'est ce qui amène l'enfant à l'abandon scolaire, ce qui amène à un manque de modèles qui permettent d'évoluer. Et comme ça, on peut décliner un certain nombre de choses. Sur le plan civique, ce n'est pas compliqué, vous le savez, ce sont les barrières administratives, l'absence de papier, la difficulté à en obtenir, le problème des adresses, du logement, ça a été évoqué, qui ne permettent pas d'exercer ces droits comme on devrait pouvoir les exercer. Certaines exclusions politiques, y compris en termes de droit de vote, en termes de représentation médiatique. Il y a quelques années, lorsque j'ai fait un travail sur la citoyenneté, j'avais inventé le mot de citadinité. C'était en fait de dire que l'individu doit pouvoir, dans le lieu où il vit, avec un certain nombre de critères, participer, quand bien même que cet individu ne soit pas ressortissant de l'État dans lequel il est, mais il est dans une communauté de vie, dans une ville, dans une commune. Au bout d'un certain temps, même s'il n'est pas de la nationalité en question, il devrait pouvoir bénéficier d'un droit qui n'est pas le droit civique national, mais qui est un droit de participation. C'est ce que j'avais appelé la citadinité, mais je ne vais pas y revenir, ce n'est pas l'objet. Autre élément pour garder les temps, c'est les effets de la mondialisation. Ça a été évoqué par le professeur Saf tout à l'heure. La pauvreté monétaire, oui, elle a été en baisse dans les années 90-2010 au Maroc. Oui, on a amplifié les inégalités, mais en Europe, il s'est passé la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on a absolument aggravé les effets par la mondialisation de façon concrète, par l'idéologie néolibérale qui s'est développée, qui s'est déclarée ouvertement antisociale. Non pas dans la parole, mais dans la réalisation concrète sur le terrain pour les individus. Donc, je crois qu'on a observé à ce moment-là que les promesses n'étaient pas tenues,
les promesses de croissance, qui sont devenues inégales et pas égales, la stagnation de la réduction de la pauvreté en tant que telle. Depuis 2015, on le voit de façon phénoménale. Et puis surtout la fracture territoriale qui a généré la montée en puissance de l'extrémisme et qui sont maintenant des réponses politiciennes pour lesquelles il nous faut être vigilants parce que ça semble être le discours ambiant, mais ce n'est pas la réponse à la problématique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais quels sont les chemins d'amélioration ? À l'heure actuelle, dans les travaux des institutions, et je reviens au Conseil de l'Europe et à l'Union européenne, l'Union européenne s'est alignée sur les travaux du Conseil de l'Europe avec une volonté affichée claire de réduire de 15 millions le nombre de personnes à risque d'ici 2030. Ça paraît loin, les institutions sont lentes. Je pense que ça pourrait être plus vite, mais bon, c'est déjà un engagement ferme, ce n'est pas que des paroles. Et à côté de ce pilier européen des droits sociaux que j'évoquais, qui date de 2021, il y a la stratégie européenne contre la pauvreté, qui est de 2026, et qui fait que le 12 février de cette année, le Parlement européen donc, a adopté un rapport et a défini une stratégie, qu'il faut dire, ambitieuse, pour, je reprends leurs mots, éradiquer. Moi, je n'aurais pas pris le risque de prendre le mot éradiquer, mais ils l'ont pris, ils l'ont écrit, et je ne développerai pas, mais une série de moyens, y compris allouer des ressources financières suffisantes dans le budget de l'Union européenne pour justement mettre en place des politiques sociales qui permettent de répondre à une diminution des risques tels que l'on connaît. Alors je passe sur les montants, puisque ça paraît des sommes faramineuses, comme allouer 20 milliards d'euros du Fonds social européen pour la lutte contre la pauvreté infantile. J'attends de voir. Pour l'instant, ça a été voté, c'est inscrit dans les textes, ça va entrer en application, donc voyons voir comment ça va se développer. J'ai envie de dire que ces quelques exemples illustrent que les droits fondamentaux, qui doivent être constamment renforcés, la promotion de l'inclusion socio-culturelle et la participation civique, ce sont des éléments qui doivent être pris par les institutions, mais pas que. Je pense qu'en tant qu'individu, en tant que ressortissant d'un pays, ou de deux pays, ou plus, comme d'autres, on se doit absolument à participer à une action collective de notre place, avec nos moyens. Je ne parle pas de s'engager en politique, en syndicat, je parle en tant qu'individu, en tant que tel, puisque le Conseil de l'Europe et l'Union européenne ont posé des bases solides. Je crois que l'engagement politique doit permettre l'engagement individuel doit permettre d'accompagner ces décisions politiques. C'est notre responsabilité individuelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la précarité n'est pas une fatalité, c'est un choix sociétal, c'est un choix que nous pouvons refuser si on se donne les moyens. Alors, je terminerai là, Madame la Présidente. Notre richesse européenne réside dans la dignité de tous ses citoyens. Agissons ensemble pour que chacun, nationaux, résidents, migrants, etc., que chacun puisse à la fois accéder au savoir et à la culture, exercer ses droits et ses devoirs, contribuer à notre histoire commune et d'une certaine manière, c'est gagner la lutte contre la pauvreté en offrant un monde meilleur à nos enfants. Merci.